Il est enfin temps que l'on parle du prologue de Danganronpa Heartless DC. Je voulais initialement présenter dans mon 98e Theory Time sur 4 fangames Danganronpa partie 1. Puis nous en avions reparlé dans mon 105e Theory Time sur les 4 trailers de Danganronpa Heartless DC. Et depuis le 22 avril 2023, on a non seulement le trailer des doubleurs de l'ensemble du cast, mais on a surtout eu, de manière totalement random, la date de sortie du prologue, le 13 mai. Et j'étais très mitigé. Déjà parce que je me doutais, vu la qualité de tout ce qui a été montré, que l'équipe d'Heartless DC t'annoncerait pas une date aussi proche, sans la certitude qu'on allait surkiffer, mais surtout parce que bordel, vous avez niqué mon planning. Non, vraiment, c'est pas méchant, hein, mais la vidéo là, elle était posée en octobre. J'avais une vidéo que je voulais faire absolument avant, mais les infos du prologue me seront utiles de toute façon. Si vous découvrez Danganronpa Heartless DC avec cette vidéo, je vous invite très fortement à aller regarder les 7 épisodes du prologue présents sur leur chaîne. Avant ça, laissez-moi vous expliquer comment est organisée cette vidéo. Cette vidéo sera divisée en 4 parties et en 2 vidéos distinctes. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur 3 parties. Chacune de ces parties va se concentrer sur une partie du prologue ou le dernier trailer de Danganronpa Heartless DC. Il faut savoir qu'à la base, les théories ont pour une partie été écrites sans avoir connaissance de l'entièreté du prologue. Attendez-vous donc à ce qu'il y ait quelques contradictions dans mon discours, même si je vais essayer de les limiter au maximum. Bonsoir, bienvenue pour ce 110e Theory Time. Après l'avoir découvert il y a de ça un an, présenté il y a 8 mois, et après 6 mois d'attente supplémentaire depuis le dernier trailer principal, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous propose de m'accompagner pour ce qui sera l'une des 2 plus grosses vidéos de ma chaîne cette année. Avec cette vidéo, où l'on parlera d'un maximum d'aspects du prologue de Danganronpa Heartless DC. C'est parti. On ne dirait pas comme ça, mais la voice actor reveal contient des éléments assez intéressants, notamment la date de sortie du prologue. Merci d'avoir mis mon planning en position latérale de sécurité, il ne s'en remettra pas. Ce que je vous propose, ce n'est pas de faire attention à ce qui est présent de cette vidéo, mais à ce qui n'y est pas présent. Précisément, le reveal des voix de Kumiko Arase, de Kaoru Yasunaga, de Yukie Otonashi et de Ryusei Imura, respectivement la fondatrice de l'EOS, la chef du département des affaires criminelles de la police, Yukie et l'ancien chef du clan Imura. Ce sont ces 4 personnages dont j'ai parlé dans mon Theory Time 105 sur les trailers de Danganronpa Heartless DC. Et remarquer leur absence m'a tout de suite un peu interloqué. Hanako est aussi absente, mais théoriquement, on ne sait pas la place que va prendre Hanako dans le récit. Et on a déjà entendu sa voix et tout. Je suis d'accord là-dessus, donc je vois pas vraiment pourquoi la présence d'Hanako serait fondamentalement bizarre. Ce que je ne comprends pas plutôt, c'est l'absence des 4 autres. Pour des raisons qui... comment dire? Des raisons déjà évidentes, et d'autres qui le sont probablement moins. Déjà, est-ce que leur absence est normale? Oui et non. C'est sûr que quand on n'y réfléchit pas, c'est pas vraiment normal. Ok, ce sont les voix qui sont surtout relatives au casting. Et il faut savoir que les voix de Kaoru, Kumiko, Yukie et Ryusei ont été déjà sélectionnées en amont. Tout comme la voix de Ko, qui par ailleurs est présent dans le trailer. Tu pensais qu'on t'a pas vu? T'étais pas dans le casting club Ko, l'Astro Boy, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi refaire un reveal de la voix de Ko qu'on aurait déjà entendu en long, en large et en travers? Eh bien, c'est en y réfléchissant que ça prend vraiment un certain sens. C'est probablement qu'avoir intégré Hanako, Kumiko, Kaoru et Ryusei à ce trailer, qui consiste juste à prendre la voix de chaque personnage, lui faire dire des trucs pseudo-random tout en montrant des images d'eux dans la web-série qui disent d'autres choses random, c'est la pire idée du monde pour ces personnages-là, parce qu'on pourrait probablement déduire leur implication dans Danganronpa Heartless DC. Si on voit Kumiko Arase parler normalement alors qu'elle est censée avoir disparu, ça donnerait des indications sur le fait qu'elle n'est probablement pas partie vers les cieux. Si on voyait Kaoru Yasunaga, pareil, dépendant de ce qu'on voit, on peut déduire son implication. Et c'est la même chose pour tous les autres. Mais vous vous doutez bien que ma théorie ne s'arrête pas à si peu. Aucun intérêt de simplement définir qu'on ne les voit pas, parce que ça nous donnerait trop d'informations. Ou alors, c'est une autre possibilité, aucun de ces personnages n'apparaît dans le prologue. Alors, autant pour Yukie, Ryusei et Kumiko, je veux bien y croire. Pour Kaoru, ouais, allez. Mais dans le cas d'Hanako, vous m'excuserez, mais elle est quand même vachement sur l'illustration du prologue. Actuellement, j'ai du mal à croire qu'elle ne tape pas l'incruste à un moment, même à la fin. Et surtout, en partant de ce postulat, le type, dont on reparlera d'ailleurs dans la prochaine théorie, devrait pointer le bout de son nez dès le prologue alors. Ce qui serait sûrement intéressant d'ailleurs. Par rapport à leur implication dans le récit cependant, je pense qu'il pourrait être intéressant de se pencher sur le cas de Yukie et de Ryusei. Kaoru, on l'a fait dans ma dernière vidéo, Hanako, on attend de voir, et Kumiko, c'est un cas à part. Mais ce que je vais vous dire ici est en partie influencé par l'épisode 5 du prologue. Je ne pense pas que Ryusei Imura et Yukie Otonashi soient dans un état où ils puissent communiquer. Pour comprendre où je vais en venir, je vais revenir sur les théories 2 et 4 de mon Theory Time 105. Principalement sur les points historiques
concernant la chute du clan Imura. L'accident d'Hanako a eu pour conséquence indirecte la chute du clan Imura. Ce qui a suivi, c'est un changement d'opinion amenant à une haine des Yakuza. Yukie l'a formulé en précisant que les rumeurs sont mortelles. Les personnes prennent à bras le corps le problème de la criminalité. La police lutte de plus en plus contre les Yakuza, et surtout, ce n'est plus Ryusei, mais Ryuji qui est aux commandes du clan Imura. Ce sont 6 points importants, et vous devriez probablement pouvoir tracer un pattern lorsque je vais vous rappeler que pour l'instant, on ne les a vus qu'à travers les pensées d'Akira. Je pense que si on a vu ni Ryusei ni Yukie, c'est parce que ces derniers jouent une sorte de rôle de narrateur, qu'ils sont vraiment extérieurs au récit, dans le sens où leurs personnages n'auront pas d'action matérielle directe avec le déroulé de l'histoire. Mais pour expliquer cela, il n'y a que 3 hypothèses. Ryusei et Yukie sont en prison. Peut-être ont-ils pris pour l'affaire du meurtre d'Hanako. On ne sait pas vraiment en fait si l'affaire a vraiment été classée sans suite. Il y a une toute petite possibilité qu'Akira ait inventé des gens. Mais je la mentionne plus pour la forme, je n'y crois absolument pas. Mais sinon, et moi je vais m'arrêter sur celle-ci, au niveau où l'histoire est actuellement, Ryusei Imura et Yukie Otonashi sont morts. S'ils sont morts, ça expliquerait pourquoi ils n'apparaissent que dans les pensées d'Akira. Peut-être est-ce un moyen pour elle de faire face à sa face de tueuse à gages. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi dans le deuxième trailer, Hanako est apparue devant eux. Et surtout pourquoi la phrase de Yukie que j'ai mentionnée plus tôt a été tournée de cette manière. Je ne pense pas que ce soit un hasard, surtout dans le 4e trailer. Autre chose, grâce au prologue, on sait également qu'Hanako est morte il y a 6 ans. Actuellement, Ryuji a 22 ans. Il avait donc 16 ans au moment de sa mort. Et Ryusei, 18, mais dans ce même trailer, il mentionne que son frère a fini de grandir à 22 ans. Si on considère donc que l'âge pour prendre la tête du clan Imura c'est 22 ans, c'est un peu bizarre. Si c'est 18 ans, là ça paraît logique. Mais je tiens tout de même à ajouter que leurs biographies sont assez peu détaillées, tout comme celle d'Hanako. Même celle de Kumiko a plus d'informations. Au contraire, leur biographie ne mentionne que le passé. Et même si l'implication avec le passé est grande, je pense, à titre personnel, qu'ils ont fait leur temps. Qu'ils n'auront pas d'implication avec le déroulé de l'histoire, là où ils sont potentiellement 6 pieds sous terre. Alors, je me permets d'intervenir ici pour expliquer quelque chose. J'ai écrit cette théorie durant la diffusion du prologue, au moment de la diffusion du 5e épisode. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait confirmation de ce point au 7e épisode. Et donc, logiquement, cette théorie est vraie, entre guillemets, dans le sens où l'ancien leader des Yakuza, donc logiquement Ryusei, est mort. Maintenant, à savoir si ce dire concerne aussi Yukie. Parce que si c'est pas le cas, on va se retrouver face à un autre problème. Je vous propose maintenant de passer à la 2e théorie. Est-ce que vous connaissez Sword of Swords? C'est un doubleur très connu des fans projets autour de Danganronpa. Et c'est tellement rare de le voir qu'il est la voix d'un personnage secret pas prévu. Ce dernier se fait appeler The Devil, ou le mal en français. Et c'est sur lui que va reposer cette 2e théorie. Mais comme c'est une idée, je vais rester assez simple. Pour commencer, étant donné qu'il est caché, que son identité est gardée secrète, il y a fort à parier qu'il puisse être le mastermind. Ou alors qu'à minima, ce soit ce dernier qui donne pour la mémoire d'Hanako ou pour Hanako elle-même, une réalité physique au Killing Game, convenant à ce que je vous ai expliqué dans Theory Time 105. Je pense que c'est effectivement possible, mais ce n'est pas à lui que je pensais quand je disais que j'avais des suspicions, puisque je ne savais même pas qu'il existait à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est son identité. Et je vais vous présenter une piste. Je dis bien une piste, parce qu'elle se heurte à un problème de taille. Connaissez-vous le webtoon The Coward Among the Gods? Il s'agit d'un webtoon de Kokun Rimuru, l'un des directeurs de Danganronpa RTSD. Et ce webtoon parle de 2 personnages, à savoir Izanami Oshimiya et Yumeo Arakawa. Les deux sont dans la même école dans ce webtoon, et Izanami est, disons, remarquable. Mais ce qui m'intéresse, c'est le président du conseil des élèves du lycée Takamagahara, le type, le cousin d'Izanami Oshimiya. Je pense que c'est lui pour 2 raisons majeures. Déjà, les proportions physiques paraissent logiques à ce qu'on voit dans le trailer, mais surtout, il porte une boucle d'oreille qui est retrouvable ici même. Est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est lui? Je ne pense pas. Mais ça pourrait être une première piste sur la découverte de l'identité de ce personnage. En restant sur ce postulat, j'aimerais tout de même ajouter un point qui m'a interloqué. Dans le prologue, précisément à l'épisode 3, Tomoya précise à Akira que quelqu'un a déjà refusé son titre d'ultime. C'est arrivé une seule fois, et il y a peut-être fort à parier que ce soit lui. Maintenant, il ne reste plus qu'à définir le pourquoi, le comment, l'impact sur Izanami, mais surtout son véritable rôle au sein de toute cette histoire. Dans la 2e partie, nous allons nous concentrer sur les informations amenées par le prologue de la main story. Je vous propose donc de passer à la 3e théorie pour commencer, avec l'un des plus gros points, je pense, de cette vidéo. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai le flair pour repérer les personnes qui ne sont pas fiables. Et il faut dire que, malgré les apparences, Isao Morita est un red flag ambulant à mes yeux. On va commencer par l'évidence. Il est beau. Regardez-moi ses pecs. Incroyable. Ses cuisseaux. Je veux mourir étouffé entre ses 2 cuisses.
Pardon. Non, plus sérieusement, je vous propose d'aller crescendo sur ce qui m'a bien fait tiquer. Isao est trop propre sur lui. C'est sûr que comparé à Denshi Shigenobu, c'est un enfant de cœur. Il prend des douches, lui. Et surtout, en tant que chef de la police, il a forcément un rôle de représentant, l'obligeant à un certain standing. Le hic, c'est qu'on peut assez facilement lister les personnages qui présentent bien dans leur classe DC. Kaoru Yasunaga, Kumiko Arase, Isao Morita, tous les membres des Yakuza, et en fait, l'ensemble du cast de la Side Story, sauf Denshi, sont nommés ceux de la main, évidemment. De facto, que des gens qui ont déjà des casseroles au cul judiciaires ou de ma part. Mais il garde dans la Side Story cet aspect trop propre sur lui, même face à cette femme qui a priori n'a pas l'air d'avoir vraiment d'importance dans le récit, mais suffisamment pour qu'elle précise qu'elle connaît Isao depuis de nombreuses années. On pourrait spéculer à foison sur l'identité de cette femme, mais c'est pas mon sujet ici. Je suis d'accord que dans un cadre professionnel, chacun, et surtout le chef de la police japonaise, est censé garder la face, mais même face à un proche d'une victime, je pense que c'est quand même un peu trop. Deuxième point, il accepte un peu trop facilement de collaborer avec Denshi Shigenobu. J'entends bien que le cas d'Isao le place dans une situation particulière, situation qu'il adresse lui-même, mais tout de même, je ne peux être qu'interloqué par la vitesse à laquelle ce dernier a accepté la situation. Certes, Yon est un petit plaisantin, mais de là à ne pas réagir à la vue d'un type qui doit quand même avoir 2-3 casseroles judiciaires au cul, ouais. Après, on parle des casseroles de Denshi, mais Isao reste le chef de la police. Dans mon Theory Time 105 sur 3 théories sur les trailers de Danganronpa Heartless DC, je vous ai précisé que les Yakuza étaient liés aux racines même de la société japonaise dépeintes dans Heartless DC. De fait, ces derniers ont forcément eu à un moment un joint de culasse avec la police. Isao a 42 ans, l'incident d'Anako ayant 6 ans, et étant le moment où on est certain que la police a commencé à se bouger le cul, on sait qu'avant ça, Isao avait 36 ans au moins. Étant donné qu'il est brillant, surtout physiquement, est-ce que ce serait déconnant de considérer qu'il était déjà le chef de la police à ce moment-là? Parce que si oui, c'est que lui-même a un joint de culasse avec les Yakuza, ou tout du moins qu'il l'a eu pendant une forte partie de sa carrière. Autre point qui nous a fait tiquer pour celles qui suivent également mes lives, il n'était pas présent à la cérémonie de remise des diplômes de l'EOS. On pourrait effectivement penser qu'en tant que chef de la police, son travail est plus important que tout. Mais pour quelqu'un qui se targue de tenir à ses enfants, ne pas faire en sorte d'être présent le jour le plus important de la vie de tes deux gosses, à savoir le jour de la cérémonie de remise des prix de l'EOS, ça me semble très bizarre comme comportement. Alors oui, c'est le chef de la police, mais tout de même, cet abruti a trouvé le temps d'enquêter avec Denshi Shigenobu. Il peut pas prendre genre 1 heure ou 2 pour ses enfants? Ou alors, il sait quelque chose que l'on ne sait pas. Peut-être. Tomoya a pas l'air de kiffer son daron. Ah, ça c'est mon sujet, ça c'est mon domaine. Si un gosse a des problèmes avec ses parents, je suis là pour écouter. Et Tomoya, il a l'air d'en avoir gros sur la patate. Juste retenir que la famille Morita n'a pas spécialement de sens. Tout du moins, un point intéressant mentionné par Tomoya, c'est que ses frais de voyage sont payés par le gouvernement. Et quand Akira demande pourquoi, il commence à mentionner son daron et puis d'un coup il change tout de suite de sujet. On peut en faire deux interprétations en allant dans le sens de la 5e théorie et une où on est sur de bons gros détournements de fond, into avantage en nature, into corruption orchestrée par Isao. Mais ne lui jetons pas la pierre trop vite. Ce n'est pas l'élément le plus suspect qui soit mentionné pour l'instant. Le plus suspect, c'est qu'il possède une photo d'Anako. Oui, c'est le chef de la police, donc posséder ce genre d'objet n'est pas si impossible, vous me direz. Mais l'affaire a pas été classée sans suite, non? Surtout que dans tous les cas, elle date d'il y a 6 ans. Il n'y a que deux possibilités. Soit il a trouvé cette photo en enquêtant lui au sein de l'EOS, ce qui paraît pas si impossible, voire même très fortement plausible, soit il l'avait sur lui avant. Et ça implique déjà probablement plus de choses. Par exemple, en dehors du cadre de l'enquête de sa mort, est-il possible que Isao ait connu Anako? Sachant que pour moi, Isao ayant un joint de culasse avec les Yakuza, ça paraît pas si impossible que ça. Je ne dirais pas que c'est lui qui a tué Anako, je ne pense vraiment pas. Surtout qu'il faudrait vraiment un retournement de situation digne des plus grands scénaristes pour ça. Mais tout de même, je tiens quand même à vous parler d'un point dont on avait discuté pendant mes lives. Est-il possible, qu'en adéquation avec le fait de vouloir absolument endiguer le crime, que tout ce bordel soit du fait de la police? Au pire, est-ce qu'initialement, il n'y avait pas l'idée d'un fait de la police, qui expliquerait d'ailleurs pourquoi Isao n'a pas été à la cérémonie de remise des diplômes de l'EOS, qui derrière se serait fait supplanter par une autre entité avec les dessins que l'on connaît? C'est une possibilité. Plus le temps passe, plus j'ai du mal à y croire, mais il y a une chose dont je reste persuadé, c'est qu'Isao est trempé jusqu'au cou. Et j'ai hâte de savoir dans quoi. Passons maintenant à la 4e théorie. On va avancer sur un sujet qui est toujours lié à ce qu'on disait avant, les proches des ultimes. Comme vous le savez, au début, Akira est arrivé au centre de convention de l'EOS avec son frère Hitoshi Ayasaka. Et le problème, c'est qu'on sait, via Isao, que les proches qui étaient présents au centre de convention en même temps que les victimes ont également disparu. La question, c'est de savoir ce qui leur est arrivé, et surtout, pourquoi ces derniers ont aussi disparu. Alors qu'ils n'ont en tant que tels, et de ce qu'on a vu dans le prologue pour l'instant, pas d'intérêt. En fait, si, ils en ont un évident quand on prend en compte le fait qu'il s'agisse d'un killing game. Et je vais m'inspirer de 3 sources pour vous en parler. Danganronpa Trigger Happy Havoc, Danganronpa à 9h épisode Ultra Dispergers, et pour finir, parce que je pense que c'est toujours important de mentionner un fangame français, surtout que le prologue a été aussi traduit maintenant,
Danganronpa Weeping Rebellion. Le premier mobile de Danganronpa Trigger Happy Havoc, ce sont justement des vidéos des proches des ultimes. On se rappellera de la vidéo du groupe de Sayaka Maizono ou la vidéo de la famille de Makoto Naegi. En parlant justement de cette vidéo, je vous rappelle que c'est l'objet de Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls. Qui plus est, Monaka se sert du fait d'avoir tué les parents de Makoto et de Komaru pour la pousser à commettre l'irréparable et de ne pas agir comme le genre de personne que Makoto sait qu'elle peut être. Mais utiliser les proches des victimes, c'est aussi le propre des fangames. Et pour le coup, Danganronpa Weeping Rebellion est un cas d'école, même s'il est assez particulier. Oui, assez particulier parce que pour les personnes françaises qui l'ont vu et qui me suivent, vous allez me rétorquer que dans les mobiles qui d'ailleurs portent exclusivement sur le passé des ultimes, le premier n'est pas censé tourner autour des proches. Après, on peut encore une fois parler de la mama si vous voulez. Avec un tel passif dans la licence et dans les fangames, ça ne m'étonnerait pas que Danganronpa Heartless Deceit suivent en se servant également des proches des ultimes comme mobile. Mais comment? Par comment, j'entends pas simplement la façon d'utiliser cet atout à l'avantage du Killing Game, mais genre combien de fois? Reprenons Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls. Sans compter la mort des parents de Makoto et de Komaru, Komaru a été enfermé à Towa City, tout comme une personne proche de chaque membre du cast de Danganronpa Trigger Happy Havoc. On peut citer le père de Chihiro Fujisaki, la mère de Yasuhiro Hagakure, le frère d'Asahi Naoi, le chat de Celestial Udenberg, Grand Bois Chéri. Il aurait été possible de les conserver pour continuer à sortir des mobiles de crime, mais ça n'a pas eu lieu. Et sachant que la main et la side story ont lieu en même temps, je tiens à amener une première idée dans ma théorie. Est-il possible qu'un peu comme dans Ultra Despair Girls, ces derniers soient retrouvés, mais pendant le déroulement du Killing Game? Ce que je veux dire, c'est qu'étant donné le fait de la side story, et qu'on ait déjà pas mal d'informations sur la situation extérieure, il y a cette possibilité que Heartless Deceit dure moins de 6 chapitres. Mais il faudrait expliquer pourquoi. Surtout qu'on ne parle de la disparition des proches des ultimes que dans la side story pour l'instant. La question est de savoir ce que ces derniers savent sur le Killing Game, puisqu'il y a énormément d'inconnus, mais ce n'est pas le sujet principal que je voulais amener. Dans mon Theory Time 105 sur les trailers de Danganronpa Heartless Deceit, je vous avais fait un petit troll en parlant de la disparition de Kumiko Arase, comme le fait qu'elle s'était potentiellement fait annuler son abonnement à la vie, comme Jin Kirigiri. Mais en vrai, c'est un vrai sujet sur lequel je comptais moi à la base faire une vidéo à part. Et justement, est-ce qu'on peut considérer que Kumiko Arase est disparue dans un contexte similaire? C'est une question que je me suis posée à l'épisode 6 en voyant l'apparition de cette femme, qui parle du fait que deux de ses proches aient disparu. Alors, je rappelle que ça peut être la daronne de n'importe qui, mais deux choses m'ont très vite turlupiné. Déjà, c'est le fait qu'elle connaisse Isao Morita depuis des années. Alors j'ai évidemment pensé immédiatement que c'était la mère de Shion et de Tomoya Morita, puisque ça expliquerait cette phrase, sauf que non, elle est venue avec Shion, donc elle a aussi disparu. Donc, deux possibilités. C'est une proche de je sais pas qui par hasard connaît aussi Isao Morita, et c'est possible, hein, mais j'ai juste du mal à voir dans quel contexte un proche des ultimes pourrait connaître ce dernier. Par contre, et ça c'est une idée qui est très saugrenue, mais elle me sort pas de la tête principalement à cause de la couleur des cheveux, mais aussi parce que ce serait extrêmement méta que cette femme soit la proche d'un ultime, mais aussi de Kumiko Arase. Le problème, c'est que si c'est le cas, ça impliquerait qu'il y ait un lien de parenté entre cette personne et un ultime, mais probablement aussi avec Kumiko Arase, entraînant par extension un lien de parenté entre un ultime et entre Kumiko. Qui plus est, Denshi décrit la femme comme sophistiquée, ce qui est une des caractéristiques de Kumiko. Mais c'est pas tant ça le problème que de savoir dans le cas où ce que j'ai dit est vrai, qui est l'ultime en question. Comme ça, instinctivement, je pense tout de suite à Katsuhiko. Pas tant pour la couleur de cheveux, plus pour les manières, mais je n'ai pas spécialement de preuves. Pour autant, si on considère que Kumiko a été kidnappée d'une manière similaire au proche des ultimes, cela ne peut vouloir dire qu'une seule et unique chose. C'est que, contrairement à ce que laisse penser l'épisode 7, et un peu comme le laisse sous-entendre Ko de l'épisode 5, Kumiko n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. À voir si elle est bien exempte de tout reproche. Mais est-ce que les deux personnages dont je vais vous parler juste après sont eux aussi exempts de tout reproche? Je vous propose de passer à la 5e théorie pour pouvoir en parler. Cette théorie n'est pas de moi, mais je tiens absolument à en parler. Je sais que c'est un sujet qui a été un peu discuté sur le Discord Heartless Deceit, mais personnellement, je l'ai découverte via ce commentaire sous l'épisode 5. L'idée derrière cette théorie, c'est que Shion et Tomoya aient échangé leurs talents pour des raisons qui nous restent à découvrir. Mais c'est ce que je dirais si c'était ma théorie. Même si j'ai des idées, je ne suis pas là pour parler de ça, mais pour la démonter. Pas parce qu'elle me semble fausse ou erronée, mais parce que justement je crois à cette théorie, et comme j'y crois, j'ai envie de la pousser dans ses contradictions. J'espère qu'en commentaire, vous prendrez le temps de prouver que ce ne sont pas des contradictions, même si je vous souhaite bonne chance pour le faire. Commençons par la base même de cette théorie, le principe d'échanger les talents de Shion et de Tomoya Morita. Je suis d'accord qu'en principe c'est tout à fait possible, mais maintenant il faudrait m'expliquer les plusieurs points qui vont suivre. Déjà, jusqu'à preuve du contraire, Shion est l'ultime criminologue. La criminologie, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas tant une science plus qu'une science sociale. Pour vous donner un ordre
ordre d'idée, un criminologue explore les causes pour prévenir de la criminalité. Et ces causes, c'est pas forcément trouver qui a tué qui. Ce sont des causes qui peuvent être sociologiques, économiques, psychologiques, juridiques. Et ça, c'est en s'intéressant à la vie des délinquants et des criminels. Une criminologue, ici Shion, ne va pas aller sur le terrain pour trouver les criminels. Ce n'est pas son travail. Et sa biographie, ni celle de Tomoya d'ailleurs, n'amène d'informations contradictoires qui pourraient prouver un échange de talents autres que leurs préférences et leurs aversions. Je reconnais que c'est un point qui peut faire froncer un sourcil. Shion aime aider les autres alors qu'elle est criminologue. Tomoya déteste les pistolets alors qu'il est thérapeute. Sans explication, ça colle pas, je suis d'accord. Je retiendrai tout de même un point de la biographie de Shion que vous allez devoir expliquer. Pourquoi est-elle connue en tant qu'ultime criminologue si les deux ont échangé leurs talents? Également, même s'il est très fortement probable que Shion ait la possibilité de comprendre des crimes, cela n'en fait pas non plus une enquêtrice comme l'était Kyoko Kirigiri. Ce qui est d'ailleurs une parfaite passe décisive pour passer à mon deuxième point. Shion pourrait avoir oublié son talent pour des raisons similaires à Kyoko Kirigiri. On ne peut pas ignorer cette possibilité. En tant que criminologue, certes, elle n'a pas le même talent que Kyoko Kirigiri pour résoudre des crimes. Donc peu de chance qu'elle nous fasse un tel Akira en plein procès. Mais elle reste tout de même dans le cast la plus habituée à travailler dans ce contexte. C'est un avantage certain et peut-être l'un des points justement pour lesquels elle ne se souvient pas de son talent. Le seul moyen qu'elle a vraiment de se souvenir de son talent, c'est Tomoya. Je comprends que c'est bizarre, mais est-ce que ça voudrait pas dire dans ce cas-là que c'est Tomoya qui a échangé leur talent et non pas que les deux ont volontairement échangé de talent? Mais c'est pas fini, imaginons que les deux ont échangé volontairement de talent. Pourquoi mentir en disant qu'elle ne s'en souvient pas de son talent? Si c'est effectivement un échange voulu des deux, c'est fortement probable que son amnésie vis-à-vis de son talent soit un mensonge. Et si jamais on veut considérer que l'échange date d'il y a bien avant le Killing Game, pourquoi Shion, et spécifiquement Shion, aurait oublié son talent alors que ça ne constitue en rien un avantage pour elle? Encore pire si on considère que Tomoya a échangé seul son talent avec celui de sa sœur. En fait, tant qu'il ne sera pas possible d'expliquer l'amnésie de Shion, vous ne pourrez pas prouver que Tomoya et elle ont bien échangé leur talent, mais ce n'est pas tout. L'argument sur le fait que Tomoya ne se comporte pas comme un thérapeute n'a pas de sens. Bon, déjà j'aimerais savoir où est-ce que c'est marqué qu'un thérapeute doit adopter un comportement précis. Surtout quand ce dernier ne bosse pas. Mais même sans ça, c'est pas un argument, puisqu'on a encore vu ni Shion ni Tomoya devoir utiliser leurs talents respectifs. Si l'un des deux par contre meurt durant le premier chapitre, oui, je reconnais que là, on pourra se poser de sérieuses questions. Également, quel intérêt aurait-il à mentir? Ok, ce serait sympa de voir deux personnages échanger leurs talents durant un Killing Game, mais s'il n'y a aucun intérêt à le faire, alors pourquoi? C'est pas un point négligeable, c'est très important de comprendre les tenants, vu les aboutissants derrière de cette théorie. Enfin, si cette théorie est vraie, il serait possible de consulter l'invitation de Shion. Et Shion là, d'après ses dires, cela confirme bien que c'est l'ultime criminologue. Et je vous rappelle que ce bout de papier est, jusqu'à preuve du contraire, la seule et unique vraie preuve du talent des personnages de Danganronpa Heartless DC. Qui plus est, en plus de ce certificat, je cite, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont confirmé que je suis l'ultime criminologue. Je sais pas qui est tout le monde, vous êtes en train de me dire qu'ils ne sont pas fiables là. Mais peu importe, un seul de ces points pourrait être ignoré, mais j'en ai aligné 6. À ce niveau-là, il est impératif de pouvoir en expliquer une bonne partie, pour ne pas tellement édulcorer votre théorie qu'elle n'en aurait plus de sens. Pourtant, il y a quand même des points qui vont dans votre sens, comme cette phrase de Shion durant le 3e épisode. Mais je suis désolé, il faut que je le dise, hein. En l'état, je ne peux pas croire que Shion Morita et Tomoya Morita aient échangé leurs talents. Et je compte sur vous pour me prouver que ce que je viens de dire est totalement faux. Dans la 3e partie, nous allons nous concentrer sur les informations amenées par le prologue de la side story. Je vous propose donc de passer à la 6e théorie de cette vidéo, qui parle elle aussi d'un très gros sujet. Là, on s'attaque à un gros sujet que je n'ai pas vu venir. C'est les différences entre le prologue de la main story et le prologue de la side story, notamment par leur nom. Le prologue de la main story se nomme Memories of Nobody. Un bon moyen de traduire Kanako ne serait personne pour le cast du Killing Game. Pour autant, le prologue de la side story se nomme Memories of Her, et vu comment Denshi a l'air de connaître Hanako, bon, autant dire que ça commence quand même à me faire questionner la relation que les deux avaient. Donc, rappelons déjà les faits. Denshi Shigenobu, si vous l'avez oublié, c'est un hacker du nom de Young, mais c'est surtout l'ancien ultime hacker. Denshi a été récompensé pour son talent de hacker, en plus d'avoir travaillé avec EOS. Sachant qu'il a 20 ans, il a forcément été récompensé il y a 2 ans. D'ailleurs, anecdote marrante, en sachant que EOS récompense des jeunes âgés de 18 ans, on peut savoir quand la cérémonie de remise des prix de l'EOS, et par conséquent le Killing Game, a commencé. C'est forcément entre le dernier anniversaire de l'année, celui de Rei Fukuno 19 décembre, et celui du premier de l'année, Katsuhiko Minamoto, le 3 janvier. On me dirait aussi c'est possible que Rei soit né une année avant, et que ça décale la fenêtre où a lieu le Killing Game. C'est pas utile de le savoir, mais au moins vous avez l'info. Et si on connaît l'année de naissance des personnages, alors on pourrait situer exactement dans le temps le Killing Game, même si ça n'a aucun intérêt. La question que je voulais poser, c'était depuis quand, et jusqu'à quand Denshi a travaillé avec l'EOS. Non, parce qu'initialement on aurait pu considérer qu'Hanako est une ancienne élève de l'EOS. Mais ça voudrait dire qu'elle est morte à 18 ans et que Denshi l'a connue à 14.
Un peu bizarre, mais pas impossible. D'ailleurs, si on considère qu'Hanako avait 18 ans au moment de sa mort, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle en aurait eu 24 ans. Si on considère qu'elle a 24 ans, ça expliquerait pourquoi elle n'a pas été mentionnée dans la règle concernant les jeunes adultes sur les ships. Après, si c'est votre kiff de shipper les morts, d'accord, y a pas de souci, je vous juge juste très fortement. En fait, je me demande si la règle justement concernant Ko ne prend pas aussi insidieusement Hanako en considération. Surtout qu'on rappelle que Denshi a designé Ko par rapport à Hanako. Mais trêve de considération farfelue, restons sur du concret. La seule chose dont on peut être sûr à 800% par rapport à Hanako et par rapport d'ailleurs à tout ce qui entoure Denshi et l'ES pour l'instant, c'est qu'Hanako, elle a un tatouage. Et que par conséquent, elle est liée au Yakuza d'une manière ou d'une autre. La question, c'est comment. Déjà, il faut rappeler quelque chose d'assez important. Les femmes Yakuza historiquement restent en dehors du milieu de la pègre. Certes, il y a des exceptions dans la vraie vie, comme dans Heartless Deceit, avec Momoka Ayase par exemple. Et peut-être Yukie Otonashi aussi d'ailleurs. Si Hanako était liée au Yakuza, elle n'avait donc probablement pas d'implication directe avec ces derniers, surtout au vu de son jeune âge. Jusque là, ça paraît cohérent. Maintenant, la question c'est de savoir comment Denshi l'a connue. Ce que je veux dire c'est, est-ce que Denshi a connu Hanako parce que les Yakuza, ou est-ce que Denshi a connu les Yakuza parce que Hanako? C'est très important pour le coup, parce que dans le premier cas, ça impliquerait que Denshi ait d'abord travaillé avec les Yakuza, et que de fil en aiguille, il a dû connaître Hanako, alors que dans l'autre cas, il aurait rencontré Hanako dans un contexte totalement extérieur à ces derniers. En fait, je penserais à titre personnel pour la deuxième option. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas eu de vraie motivation de Denshi pour se rapprocher des Yakuza, vu qu'il a l'air de ne compter que sur l'argent, comme le dit Sabio. S'il savait pour les Yakuza et Hanako, effectivement, se montrer comme une source presque intarissable d'informations, pour ces derniers aurait pu lui servir à soulever le mystère autour de la mort d'Hanako. Donc ouais, pour moi, Denshi et Hanako étaient potes. Peut-être même qu'il avait le béguin pour elle, mais la question c'est pourquoi et à cause de qui Hanako est morte. Je vous proposerai de parler d'une idée farfelue juste après. Concentrons-nous sur le dernier point de cette théorie. Est-ce que Akira connaît Hanako? C'est une question très intéressante à poser, puisque si oui, ça veut dire qu'effectivement, on peut la soupçonner d'avoir tué Hanako. Sinon aussi d'ailleurs. Sauf que dans tous les cas, on a une preuve que c'est déjà assez peu probable. Laquelle? Akira n'a pas réagi en voyant Ko. Pourtant, son design est très proche de celui d'Hanako. Elle aurait peut-être pu y réagir. Maintenant, je vous propose de passer à un dernier point qui me turlupine. Un point très important puisqu'il est tout de même assez essentiel. Mais surtout, il n'est pas tant discuté que ça. Je vous propose donc de passer à la 7e et dernière théorie de cette vidéo pour qu'on puisse en parler. Le problème d'une structure comme EOS, c'est qu'il faut pouvoir expliquer comment cette dernière fonctionne et comment cette dernière s'intègre à la société japonaise dépeinte dans leur classe d'essai. Un premier point très stupide, qui paye? On se pose pas la question qu'on n'a pas bossé dans les banques ou dans la finance. Et je peux vous le dire, c'est pas un point que je risque d'oublier maintenant. Je vous rappelle quand même que l'Institut EOS, et selon les dires de Kumiko Arase, est une organisation renommée établie pour encourager les jeunes japonais à affûter leur talent et devenir le meilleur des meilleurs. Nous leur fournissons tout le support technique ou financier dont ils pourraient avoir besoin pour être le meilleur à ce qu'elles font. Donc, fonds illimités. Et il faut bien les sortir, ces fonds illimités. Et je ne pense pas que EOS fasse payer de frais de scolarité. Ce serait d'ailleurs contre-productif. Si vous voulez une preuve d'à quel point ça peut être contre-productif, on peut reparler vite fait de Danganronpa 3 Viendofki Bogabine Gakuen Zetsuboen. Pour rappel, la Hopspeak Academy a décidé de faire payer des frais de scolarité à des étudiants normaux qui n'étaient pas des ultimes dans un cursus à part. Tout ça pour justement pouvoir financer son école. Si EOS ne fait pas, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Donc EOS doit être financé par des organisations extérieures ou par un autofinancement. Ce que je veux dire par là, c'est que soit EOS a suffisamment de trésorerie et de fonds propres pour ne pas avoir à en faire rentrer, ce qui est, comment dire, financièrement impossible. Même les sociétés les plus solides ne pourraient pas tenir en autofinancement indéfiniment. Soit EOS est financé par d'autres personnes. Par exemple, l'État japonais peut subventionner l'Institut EOS et des entreprises peuvent subventionner l'Institut EOS. Et les Yakuza peuvent aussi subventionner l'Institut EOS. Je rappelle encore une fois que les Yakuza sont liés aux racines mêmes de la société japonaise dans Danganronpa Heartless Deceit. Et que, par ce fait, il n'est pas impossible qu'il y ait eu dans toutes les instances de pouvoir ou dans toutes les instances ayant eu de l'influence sur la population une forme d'entrisme de la part des Yakuza. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons cachées pour lesquelles l'Institut EOS aurait également récompensé des talents peu notables, notamment Denshi en tant qu'ultimateur, mais également Ryuji Imura en tant qu'ultime Yakuza. D'après Denshi, ce serait surtout pour se donner une bonne réputation, pour montrer que, regardez, nous on les a réformés. Autant Denshi, oui, tu peux le réformer si tu veux. Même s'il faut reconnaître que c'est très discutable sur le plan efficacité, mais comment tu réformes un ultime Yakuza? Et qu'on soit bien d'accord, Denshi est l'un des informateurs de l'Institut EOS sur les futurs lauréats et lauréates, mais on n'a toujours pas d'informations claires sur comment ces derniers ont-ils pu savoir pour le talent d'Akira. Je vous rappelle que Denshi n'a rien dit, et je ne pense pas qu'il y aurait gagné quelque chose. Alors, la seule source restante actuellement, c'est directement les Yakuza.
Yakuza. Ok, alors ça commence à être déjà plus logique que OS et les Yakuza aient un joint de culasse. Certes, mais ça n'explique pas encore tout. Pour pousser la réflexion un peu plus loin, il faut que l'on parle 2 secondes de la biographie de Kumiko Arase. Déjà, comme vous le savez, chaque personnage a un sous-titre sur sa fiche. Et celui de Kumiko, c'est Teiya. Pour faire simple, c'est une divinité grecque. Et ça se reflète bien quand on lit sa biographie, qu'elle se considère même au-dessus des ultimes. Et que, également, c'est aussi une mauvaise idée de dire de mauvaises choses à quelqu'un d'aussi influent. Certes, mais quelqu'un d'influent, surtout vu le caractère de Kumiko Arase, cherchera toujours à devenir de plus en plus influent et de plus en plus populaire. Et de mieux en mieux vue. Donc, fort peu à parier qu'elle soit derrière le Killing Game, puisqu'en étant découverte, cela aurait sûrement l'effet inverse. Mais alors quoi? Elle est juste arrogante, mais c'est tout? Non, elle déteste aussi les gens qui ne sont pas d'accord avec elle. La question c'est plutôt, imaginons que les principaux potentiels financeurs de l'Institut EOS, les Yakuza, et plus particulièrement leur leader, ne soient pas d'accord avec elle. Juste avec ça, jusqu'où serait-elle prête à aller? Est-ce que organiser le meurtre de l'une d'entre eux, la médiatisation et par conséquent engendrer la chute du clan Imura serait une possibilité? Ce n'est pas impossible, certes, comme énormément de théories tournant autour d'Heartless Deceit. Mais une chose est sûre, Kumiko cache aussi quelque chose. Il reste juste à trouver ce dont il s'agit. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le prologue de Danganronpa Heartless Deceit. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de réagir avec vous en live à l'ensemble des épisodes du prologue. Et ça pendant 3 semaines, même si c'était quand même très sport. Encore une fois, un immense bravo à Cocoon Rimuru et à toute l'équipe derrière Danganronpa Heartless Deceit. Vraiment, on voit le résultat de votre travail. Et clairement, vous avez le droit d'être fiers de vous. On va pas se mentir, en termes de réalisation actuellement, je pense qu'en termes de fan série, c'est vraiment Danganronpa Heartless Deceit qui donne le là. C'est vraiment Danganronpa Heartless Deceit qui aujourd'hui a cette réalisation qui dépasse pour l'instant les autres. J'attends évidemment le chapitre 1 avec impatience. Évidemment, je couvrirai chacun des épisodes à sa sortie. Je ne manquerai vraiment ça pour rien au monde. En ce qui concerne mes vidéos, déjà sur Danganronpa Heartless Deceit, il y a évidemment la deuxième partie de cette vidéo qui est prévue, qui est justement la vidéo que je voulais faire avant et totalement à part, qui porte sur le talent d'Izanami Yoshimiya. En bref, il va y avoir du contenu, et du contenu très lourd. Mais pas que sur Heartless Deceit. Puisqu'on se penchera bientôt à nouveau sur Danganronpa F Shattered Hope, je prévois aussi une vidéo consacrée à un seul personnage de Project Eden's Garden, et plus tard dans l'année, voire peut-être en 2024, on se repenchera également sur le cas particulier de Danganronpa Weeping Rebellion. En attendant de voir tout ça, n'hésitez pas à aller suivre l'équipe de Danganronpa Heartless Deceit, les liens sont dans la description, et si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le prologue par vous-même. C'était Hunter, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.